Bonjour et bienvenue sur le podcast Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Banous est un podcast sans sponsoring qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. Seul ou à plusieurs, nous essayons d'approfondir avec un invité un sujet digital de manière pratique et totalement agnostique. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Bonne écoute. Salut Erwan. Salut Laurent. Merci pour ta participation au podcast Banous. Alors aujourd'hui avec toi, on va parler des cookies. Avant ça, est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Oui, donc moi je m'appelle Erwan Ortolan, donc je suis consultant technique chez Google. Donc mon travail c'est de conseiller les clients et les agences sur la mise en place des solutions de Google. Donc je travaille dans le digital depuis 6 ans. J'ai fait aussi 5 ans chez Criteo, où on a eu l'occasion de collaborer. Et donc, voilà, en quelques mots. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous faire un bref historique du cookie ? Oui. Alors, avant même de parler du cookie, je vais parler brièvement, parce que on va dire, le podcast audio ne se prête pas trop à la démonstration technique, même si dans mon métier, j'ai l'habitude de faire des belles démonstrations avec des slides et des démos. Donc je vais quand même parler brièvement de l'HTTP, donc de l'architecture client-serveur. Donc l'HTTP, c'est une technologie qui permet à un client, donc le browser, Chrome, Safari, Mozilla, de récupérer du contenu sur un client, donc les sites web, Renault, Le Monde, n'importe quel site web, et de l'afficher. Donc le browser va demander au client, donc au serveur, de lui donner du contenu HTML et va l'afficher et va rendre le site tel qu'on le connaît. Donc les cookies se basent sur cette structure client-serveur, et en fait c'est même une feature de l'HTTP qui permet de passer un bout de code, un petit bout de code qui va être stocké sur le client, donc sur le browser, et avec une valeur dedans, et cette valeur va être redonnée au serveur. Pourquoi est-ce que ça a été inventé ? Donc je pense que c'est important de noter que c'était en 1994, comme tu l'as précisé, que Netscape a inventé, on va dire, ou à pousser l'utilisation des cookies dans l'HTTP. Et donc leur idée, c'était que eux, ils voyaient arriver du côté du serveur, à chaque fois qu'ils affichaient le site, ils voyaient arriver plein de requêtes, donc plein de gens qui leur demandaient je veux afficher ce site sur plein de pages différentes. Donc ils voyaient qu'il y avait des tonnes de pages secondaires qui étaient montrées, des tonnes de pages primaires, etc. Mais ils n'arrivaient pas à savoir si le même utilisateur a passé d'une page A à une page B. Donc le cookie a permis de répondre à cette problématique, et donc en stockant un identifiant généré par le serveur, en le stockant du côté du client, donc du côté du browser, on pouvait stocker un identifiant et donc le repasser lorsque le même utilisateur, donc le même browser, affichait une deuxième fois une page donc de Netscape. On repassait cet identifiant une deuxième fois, et donc Netscape, le serveur de leur côté, connaissait le parcours de l'utilisateur, et donc savait que des gens regardaient plusieurs pages d'affilée sur leur site. D'accord, donc avant même une utilisation marketing, c'était une utilisation pour l'analyse finalement. Exactement, Analytics. Donc c'est la première utilisation du cookie, c'est l'Analytics. D'accord, très clair. Est-ce que tu peux donner une définition du cookie ? Oui, donc comme je disais, un cookie, c'est un petit fichier qui est stocké dans le browser, et donc qui contient une clé et une valeur, une key value, donc c'est-à-dire typiquement un nom et une valeur associée. Généralement, il peut aussi avoir des informations supplémentaires, donc typiquement un domaine, donc c'est-à-dire à quel serveur le cookie va être envoyé, à quel serveur il est associé, une date d'expiration, et quelques paramètres supplémentaires comme est-ce qu'il est sécurisé ou non. Et enfin, un sur lequel je voulais insister parce qu'il est récent, enfin il est réexploité récemment, c'est le paramètre SameSite qui permet de dire si le cookie doit être utilisé dans un contexte third party ou first party. D'accord, en deux mots, la différence entre first et third ? Alors 2 mots, ça va être un peu court, mais en quelques mots, first party et third party. Donc un cookie, comme je dis, il est lié à un domaine, donc il est passé à chaque fois que le browser fait un appel à un serveur de ce domaine. Et donc il y a un domaine principal qui est le domaine de la page qui est affiché en cours. Donc typiquement, disons
Renault.fr. Et ensuite, dans cette page, le browser va appeler des domaines secondaires et pour faire de l'analytics, pour faire du tracking, pour faire même de l'affichage. Et donc il y a des domaines, donc il y a des appels qui vont partir vers d'autres serveurs que le serveur de Renault, qui sont donc des serveurs tiers, et qui eux du coup vont embarquer les cookies de leur domaine, et qui dans ce contexte sont donc des cookies third party, puisqu'ils ne font pas partie du domaine principal qui est affiché sur le site web de l'utilisateur, alors qu'un cookie first party, enfin plutôt un cookie qui est utilisé dans un contexte first party, c'est un cookie du domaine principal qui est affiché sur le browser de l'utilisateur. Et la seconde partie data, c'est plus une méthode ou une technique de vente de cookies plutôt qu'un élément technique. Voilà, c'est second party, c'est quand il y a un accord entre la first party et la second party, c'est plutôt un élément contractuel que technique. Donc, techniquement, on a des cookies first, des cookies et des cookies tiers. Ok, très clair. Est-ce que tu peux nous donner les avantages, ensuite les désavantages, les points bloquants du cookie, en fait faire un panorama de la vie du cookie? De la vie du cookie, donc alors d'abord, il faut savoir que les cookies sont pas tous utilisés pour nous traquer. Il y en a beaucoup qui sont d'ailleurs très utiles à notre navigation sur Internet avant d'être utiles aux marketeurs. Et typiquement, un cookie, donc comme il permet de stocker une information d'une page à une autre, il peut permettre par exemple de stocker les produits que vous avez mis dans le panier, et donc lorsque vous arrivez à la suite du panier ou lorsque vous revenez sur le site après une période d'inactivité, de garder ces produits dans le panier. Ou sur un site de travel, de vous rappeler les dates de recherche quand vous étiez venu il y a 3 jours pour faire la recherche, pour pas avoir à retaper toutes les dates. Et enfin, troisième utilisation assez importante, c'est pour stocker des données d'authentification et donc de rester logué sur des sites qui les utilisent. Donc là aussi, on va utiliser les cookies. Donc il y a beaucoup de cookies qui sont très utiles au fonctionnement des sites web et à leur praticité, au fait qu'ils soient pratiques pour l'utilisateur. Est-ce que tu peux nous dire si le cookie possède des désavantages ? Alors, moi, personnellement, je vois pas beaucoup de désavantages au cookie. C'est un fichier qui est stocké dans le navigateur de l'utilisateur, donc qui est généralement utilisé pour stocker de la donnée complètement anonyme et anonymisée, donc même pas de données personnelles information PII. Ouais. Et techniquement, ça fonctionne bien. On va dire, c'est assez sécurisé. Et donc, il y a pas vraiment d'inconvénient, mais après, c'est plutôt la perception des cookies. Ok, très clair. Alors justement, un thème qui nous touche, nous, mais qui n'est pas forcément à la mode. Le cookie dans le monde du marketing digital, comment il se comporte finalement ? Donc, on a vu que le cookie permet de garder une information d'une visite de page à l'autre pour un annonceur dédié ou pour un client dédié, stocké sur le browser de l'utilisateur. Et en fait, il y a pas mal, les acteurs du marketing ont réutilisé cette fonctionnalité pour améliorer les performances marketing. Donc, une des premières utilisations, c'est le retargeting. Donc, l'idée, c'est non plus de faire persister un identifiant au sein d'un même site, mais de faire persister un identifiant entre un site advertiser, donc un site annonceur, et un site publisher. Et donc de savoir qu'un utilisateur est allé sur ce site annonceur, et lorsque on a une impression disponible, donc c'est-à-dire un affichage de bannière disponible, je devrais dire de bannouze disponible. Merci, ouais. Je vais l'imposer aux invités maintenant, le terme bannouze à la place de bannière. J'ai encore des mauvais réflexes, mais quand on a une bannouze qui est disponible sur un site publisher, on a l'information dans le cookie que l'utilisateur est avant allé sur le site annonceur, et on va lui afficher une pub pour ce site annonceur. Et on s'est aperçu, les expériences, on va dire, ont montré que les utilisateurs qui avaient du retargeting avaient une meilleure performance et donc avaient tendance à mettre plus de produits au panier et à plus acheter que après avoir vu la pub que des gens qui n'avaient pas vu la pub. D'accord. Très clair. Donc ça, c'est la partie retargeting, qui est une utilisation possible de cookies et qui nécessite d'avoir un domaine third party qui est capable de suivre l'utilisateur grâce à un appel via des pixels sur les sites annonceurs et publishers. Donc c'est pour ça que là on a besoin d'un cookie third party
qui sera appelé sur tous les sites publishers et annonceurs. Très clair. Une deuxième utilisation, ça va être pour la mesure, l'efficacité. Donc on va faire des campagnes qu'on va diffuser un peu partout et on va essayer de regarder quelles sont les campagnes qui ont le mieux performé, c'est-à-dire qui ont généré le plus de visites par exemple sur le site annonceur. Et là encore, on a besoin de pouvoir suivre l'utilisateur sur un site publisher et aussi sur un site annonceur. Donc là, l'idée, c'est juste d'être capable de faire persister un identifiant entre, cette fois-ci, le site publisher d'abord, et de vérifier que le même identifiant a atterri sur le site annonceur. Donc ça a permis à améliorer, on va dire, l'efficacité marketing des campagnes publicitaires d'acquisition de trafic, par exemple. Ouais, on peut bien sûr faire maintenant des choses beaucoup plus avancées, mais on va dire à l'origine, c'était surtout pour ça. D'accord. Et après, la dernière utilisation, ça va être l'analytics. On en revient aux origines du cookie. Donc des sites comme des services comme Google Analytics utilisent un cookie pour identifier l'utilisateur sur un site donné. Donc là, on est bien dans un first party cookie. Et donc ça permet à ce que, au lieu que chaque annonceur va développer sa propre technologie pour surveiller leur trafic, regarder que tout se passe bien, que les gens vont au bout de leur fenêtre de conversion, etc. Des boîtes comme Google Analytics leur fournissent des outils clés en main, on va dire, qui leur permettent de faire tout ça de manière assez simplifiée. Donc là, basé sur des cookies first party. On voit les blocages liés à Safari, à Firefox, les ad blockers, etc. On voit qu'il est de plus en plus difficile de déposer des third-party cookies. Quelles sont les alternatives finalement aux cookies ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça ? On a d'abord des alternatives technologiques. Donc l'idée du cookie, on l'a vu pour le marketing, le marketeur, ça va être de faire persister un identifiant soit entre un site publisher et un site annonceur, ou au sein d'un site annonceur pour faire de l'analytics. Et donc cet identifiant, il est stocké dans un cookie, mais il peut aussi être stocké dans d'autres, on va dire, fonctionnalités du navigateur. Donc, je pense par exemple au local storage, qui est une autre façon de stocker une information dans un navigateur et qui d'ailleurs est assez pratique parce que par rapport à un cookie où je l'ai dit au début, on peut juste stocker une clé et une valeur, donc un identifiant un peu limité. Dans un local storage, on peut stocker tout un tableau de données, donc beaucoup de données. C'est assez pratique pour faire persister de la donnée d'une page à l'autre. Le problème étant que par contre il n'y a pas de notion de domaine, ou plutôt il y a une notion de domaine très limitée, puisque c'est le subdomaine, chaque subdomaine a son propre local storage, donc on ne peut pas faire persister d'un annonceur à un publisher, d'un domaine à l'autre, ni même au sein d'un même annonceur, s'il a plusieurs sous-domaines, il ne pourra pas non plus faire persister son identifiant, et de plus, tous les navigateurs n'ont pas cette fonctionnalité, donc c'est pas universel. Voilà pourquoi le local storage n'a jamais vraiment été utilisé. Une deuxième méthode, on va dire, c'est le fingerprinting. Donc là, l'idée, c'est que grâce au JavaScript, on peut récupérer plein d'informations sur le navigateur lui-même. Donc on peut savoir sa version, on peut même récupérer des informations sur l'ordinateur, donc on peut savoir la taille de l'écran disponible, le processeur, etc. Il y a pas mal d'informations qui peuvent être récupérées donc en JavaScript, c'est-à-dire en code sur la page web. Et on s'est aperçu qu'il y avait tellement d'informations finalement que d'un utilisateur à l'autre, la combinaison de toutes ces informations était unique. Et c'est-à-dire que avec exactement le même Chrome, donc la même version de Google Chrome, le même ordinateur que moi, un autre utilisateur aura finalement des petites différences. Il ne sera pas exactement la même définition d'écran. Et donc, finalement, ce ne sera pas la même combinaison de tous ces éléments. Et donc, ce sera un fingerprint différent. Donc, le fingerprinting, c'est une technique qui permet ça. Elle a l'inconvénient. Le gros inconvénient du fingerprinting, c'est que là, pour le coup, l'utilisateur n'est pas du tout informé qu'on récolte des informations sur son device. Il n'a aucun moyen d'opt-out. Il n'a aucun moyen de dire arrêtez de faire d'opt-out. Donc c'est pour ça que les boîtes, enfin pas mal d'acteurs du marché sont plutôt récalcitrants à pousser le fingerprinting. Ouais, on précise bien que dans cet épisode de Banous, on explique techniquement les choses. Après, chaque technique est soumise à la validation de votre DPO. Exactement. Et est-ce que tu as une troisième méthode ? Alors, dans les alternatives, donc ça, c'est les alternatives technologiques pour pouvoir garder, on va dire, le même niveau de précision
sur le suivi des utilisateurs à des fins marketing. Et après, il y a d'autres alternatives qui sont plus statistiques, disons. Et donc, qui consistent à accepter le fait qu'on ne pourra pas mesurer 100%, comme historiquement on pouvait sur le web, on pouvait mesurer assez précisément, quasiment 100% de l'efficacité marketing. Et donc, on va accepter que finalement, la mesure qu'on fait, elle est partielle. Et que donc il va falloir extrapoler sur le reste de ce qu'on ne peut pas mesurer. Donc il y a certains environnements qui permettent encore de traquer. C'est le cas de Google Chrome par exemple, qui n'a pas encore de limitation sur. Alors on va peut-être en reparler après, mais qui est en train de mettre certaines limitations, mais qui pour l'instant n'en a pas. D'autres navigateurs qui ont des limitations. Et donc on va accepter que finalement on ne voit pas 100% du trafic, et on voit pas 100% de l'efficacité. Donc on va plutôt regarder des tendances, on va plutôt regarder des agrégats et prendre des décisions marketing à partir de ça, sans avoir une précision à l'utilisateur près. D'accord. Est-ce que tu peux parler un petit peu de l'utilisation de la first party à des fins marketing ? Ouais. Alors, quand tu dis first party, tu penses au fait de stocker des cookies dans le domaine de l'annonceur ? Exactement. Parce que juste pour résumer, le propos de la fin du cookie s'adresse principalement à la fin du cookie third party. Mais la first party à date, elle sera peut-être limitée, elle est même déjà limitée par certains browsers, mais elle n'est pas complètement écartée. Ouais, exactement. Alors, je pense que c'est important de repréciser qu'est-ce qui va être bloqué. Je pense que tu l'as un peu évoqué. Et d'ailleurs, je disais plutôt qu'il y a pas mal d'utilisations, j'allais dire légitimes, mais c'est pas le bon mot, mais d'utilisation pratique pour l'utilisateur du cookie, et plus particulièrement du cookie first party. Donc de faire persister des informations d'une page à l'autre, ça facilite la navigation de l'utilisateur. Et donc évidemment le cookie first party le cookie first party qui est limité à un seul domaine, permet la persistance de ces informations, et donc lui est un peu moins dans l'œil du radar du cyclone même, dans l'œil du cyclone, voilà, des différents acteurs. Donc qu'est-ce que fait, pour donner un état de lieu du blocking de cookies des acteurs? Donc ITP, c'est-à-dire Safari, a commencé en 2017 à bloquer les cookies third party. Alors dans un premier temps, ils n'ont pas complètement bloqué, ils ont limité dans le temps, la persistance dans le temps. Ouais. Au fur et à mesure, ils ont bloqué, et maintenant on est à un point où juste quand ils estiment que c'est un cookie third party, alors c'est pas toujours facile à dire d'ailleurs que c'est un cookie first ou third party. Ils ont utilisé du machine learning pour le faire. Et pourquoi c'est pas facile à dire? Parce qu'en fait, un cookie sur un domaine, typiquement Twitter, les gens vont sur Twitter, donc ils voient le domaine Twitter, donc c'est un cookie first party, et donc il y a des cookies Twitter qui sont très utiles pour les utilisateurs, et ils font aussi de la publicité, donc ils font aussi du tracking, peut-être. D'ailleurs, je suis même pas sûr que Twitter en font, mais peut-être qu'ils font du tracking, et donc leur même domaine, il permet aussi de traquer d'autres sites que leur propre site. Alors comment est-ce qu'on classifie le domaine Twitter? Est-ce que c'est un domaine first party ou est-ce que c'est un domaine third party? Est-ce qu'on les bloque? Est-ce qu'on les bloque pas? Donc ITP, ils ont dû au fur et à mesure s'adapter à ça. Facebook, tiens, un autre bon exemple. Facebook, ils ont beaucoup de first party puisque les gens se connectent sur Facebook. Et en même temps, ils ont beaucoup de third party parce qu'ils font beaucoup d'advertising et qu'ils ont besoin de mesurer l'efficacité de leur campagne. Exactement, oui. Et donc, voilà. Donc là, on a un point où l'utilisation dans un contexte third party d'un cookie, même de Facebook, va être bloqué sur ITP. Donc le cookie Facebook sur Facebook, il passe. Le cookie Facebook sur leurs annonceurs, il passe pas. Avec ITP. ITP ou ETP pardon en français, c'est la version de Firefox. Et donc eux ils bloquent complètement les cookies third party. Ils s'embêtent même pas avec des règles. Comme ça, dès qu'on demande un domaine autre que le domaine principal, ils settent pas de cookies ni le repassent au domaine. Et Chrome, l'approche est un peu différente. Je vais quand même la détailler. Donc Chrome, l'idée c'est que ils veulent inciter les gens à déclarer, les acteurs du marché à déclarer l'utilisation des cookies qui est faite. Est-ce que c'est une utilisation first ou est-ce que c'est une utilisation third?
Et pour ça, ils disent tous les gens qui n'ont pas déclaré à partir de février 2020. Donc s'il y a des acteurs de la mesure qui nous écoutent, je vous invite à déclarer vos cookies avant 2020. Donc en 2020, ils vont considérer que tous les cookies non déclarés sont des cookies first party, et les cookies first party, ils les passent qu'en first party. Donc ça, par défaut, tous les cookies qui sont déclarés comme first party, alors plus exactement same site égale strict ou lax. D'accord. Tous les cookies qui sont déclarés first party ne passeront que dans un contexte first party. Et les cookies qui sont déclarés third party, ils peuvent passer partout. Mais si on n'a pas fait la déclaration third party, donc same site égale none, plus techniquement, si les acteurs qui n'auront pas fait cette déclaration et qui en fait font de l'utilisation third party, vont se retrouver considérés first party et donc bloqués. Donc on incite fortement à ce que tous les acteurs du marché qui utilisent un cookie cross-domaine, un cookie third party, fassent cette déclaration. Donc l'idée derrière ça, c'est d'avoir une distinction claire entre les cookies qui ont une utilisation first party, donc les cookies qui sont fonctionnels, on va dire, pour le site web, et les cookies qui ont une utilisation third party, donc qui sont plutôt utilisés à des fins de tracking et d'analyse ou de marketing. Une fois que cette déclaration claire sera faite, l'utilisateur pourra choisir ou non de bloquer les first et les third. Très clair, Erwan. Pour revenir à ma question sur l'utilisation de la first party cookie, est-ce que tu peux nous expliquer le process ? Oui, donc j'ai expliqué tout ça pour vous expliquer pourquoi les cookies third party allaient être bloqués. Et donc, une des réponses possibles, notamment pour le tracking pour la mesure de performance des campagnes, c'est de passer les identifiants en first party, donc de stocker l'identifiant, un identifiant utilisateur anonyme, etc., directement sur le domaine des annonceurs. Et donc de répliquer la donnée third party, de la stocker en first party. Donc ça, c'est une réponse possible qui permet de répondre aux fins de tracking, qui par contre empêche le tracking cross-site, donc sur plusieurs domaines. Et donc toutes les analyses post-view sont plus difficiles à faire, sont non faisables dans un contexte first party, puisque du coup la publicité, la vue a lieu dans un domaine 1 et la conversion ou la visite a lieu dans un domaine B. Donc on aurait besoin de cross-site pour pouvoir mesurer ça. Et dans un contexte first party, on n'a pas d'identifiant persistant cross-domaine. D'accord, bon, très clair. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur l'environnement mobile et passer en fait finalement très vite, parce que le cookie dans l'environnement mobile et spécialement dans l'environnement in-app n'existe pas finalement. On va parler plutôt d'Advertising ID, donc de fameux IDFA pour Apple et d'Android ID pour Android. C'est des ID en fait qui sont créés directement par les OS des devices mobiles. Exactement, et bien plus pratique que les cookies d'ailleurs, parce que donc c'est un identifiant unique qui est propre à l'OS, mais qui du coup est partagé par tout le marché. Donc là où les cookies, et je pense que tu connais bien ça, on a des problèmes de cookie est unique, l'identifiant est unique par domaine, puisque chaque cookie est associé à un domaine. C'est-à-dire que mon identifiant chez Google n'est pas le même que chez Criteo, n'est pas le même que chez LiveRamp, n'est pas le même que chez Facebook. Et donc, le jour où je veux échanger de l'information entre ces compagnies, donc pour faire par exemple importer des données d'audience de l'un à l'autre, on a besoin de faire des cookie matching. Et plus particulièrement, encore plus qu'entre ces compagnies, c'est même entre les réseaux RTB, les SSP, donc exactement, les publishers et les annonceurs. On n'a même pas les mêmes identifiants. Donc on a besoin de faire des cookie matching, donc des synchronisations de cookies entre les acheteurs et les vendeurs pour pouvoir reconnaître le même utilisateur. Donc quand je dis le même utilisateur, c'est anonyme, hein. Donc c'est pas le même utilisateur, le même browser. Oui, voilà. Pour être plus exact, c'est le même navigateur. Pour savoir que c'est le même navigateur et donc que c'est le même contexte d'achat, on va faire des cookie matching. Sur le mobile web, aucun problème, l'identifiant il est fourni par le browser finalement, ou par le device même.
par l'OS même, exactement. C'est un identifiant publicitaire, donc c'est clairement explicite pour les utilisateurs que cet identifiant ne sert qu'à faire de la publicité et sera partagé entre tous les acteurs de la publicité. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème on va dire, de perception. Donc, et c'est resettable. Écoute, super clair. Bah, finalement, en fait, pour résumer un peu toute notre conversation, ici, le principal désavantage du cookie, ça a été l'absence d'explication sur son utilisation. En fait, je me dis même que des fois, en ayant expliqué, tout ça, ça fonctionne grâce à des cookies, etc. Les gens se sont mis dans la tête que les cookies c'était mal et qu'ils ont associé ça à quelque chose de négatif, alors qu'en soi, c'est peut-être probablement même une meilleure solution pour faire de la publicité et donc pour rendre l'internet gratuit. Puisque au final, la big picture, c'est ça, quoi. C'est que ça permet de faire de la publicité sur Internet, donc de financer des sites publishers, donc de financer de l'information, de financer des réseaux sociaux. Les gens sont friands de regarder les réseaux sociaux. Et tout ça, c'est financé grâce au marketing. Et donc, ça leur permet d'accéder gratuitement à toute cette information. Donc, au global, c'est quand même positif pour l'utilisateur, je pense. Mais écoute, merci beaucoup, Erwan. Super clair. Où est-ce qu'on peut te joindre, te suivre? Est-ce qu'on peut te suivre d'ailleurs? Alors non, je suis pas très actif sur la communauté, donc, mais peut-être que je lancerai un podcast bientôt concurrent. Eh ben écoute, j'ai hâte de l'écouter. Merci beaucoup, Erwan. Bah de rien. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.